à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans 20 minutes Arena, l'émission qui vous fait vivre la Coupe du Monde au quotidien. On est ravis, évidemment, très heureux de vous retrouver en ce jeudi, une grande journée puisque c'est le jour de quart de finale de Coupe du Monde de l'équipe de France. On va en parler longuement avec plein de petites pastilles, vous allez voir, avec Julien qui est là. Julien, homme des grands rendez-vous, jamais aussi bon que les jours de match. J'ai envie de dire que tout ce qu'on a fait dans notre vie, Nicolas, il nous a préparé à ces moments-là, voilà, à cette émission spécifiquement. Voilà, c'est là. On est prêt. Je peux vous dire qu'on a un beau petit programme qui nous attend. Et d'ailleurs, on va y plonger tout de suite. C'est parti. Alors, on commence avec une présentation générale de ce France-Maroc. Bon, on l'a un peu commencé sur les jours d'avant, il faut dire. On l'attend quand même, ça fait 3 jours, on pense qu'à ça. Mais là, on y est, 23h, 22h. 22, ça avance, 22h ce soir à Boston. Juste, on commence pour le plaisir par cette petite info jolie. Je trouvais ça regarde, manière de présenter le tableau. Alors, pour les vrais connaisseurs, un petit côté Assassin's Creed sur les compétences que tu acquiers, alors que là, c'est l'inverse. Plus t'as de compétences, moins il y a d'équipes. Exactement. C'est un graphiste en fait italo-argentin qui a fait ça, qui s'appelle Emilio Sansolini. Il a pas mal percé sur les réseaux grâce à ça. Il y a même la FIFA qui l'a repris. Sans lui demander son avis apparemment à la base. Non, FIFA, et on paye pas les crédits. Voilà. Non, les droits d'auteur, c'est bon. Mais mais très, très sympa. Donc on voit là nos petits bleus qui sont là face au Maroc, en haut à gauche. Et qui vont arriver tout à côté de cette jolie Coupe du Monde dans quoi ? Dans 4 jours. Ouais, voilà, c'est rien finalement. C'est un détail. Facile. France-Maroc, donc premier de ces 4 quarts de finale. Bah ça y est, on y est. Quart de finale, c'est vraiment le match qui délimite, quand t'es en tout cas l'équipe de France, la limite entre une compétition ratée et une compétition réussie. C'est ça, et en fait, entre une compétition qu'on oublie et une compétition dont on se souviendra toujours, c'est vraiment le match charnière. Voilà. Si ce soir on passe, il y a une forme d'enthousiasme collectif, tout le monde se met à rêver du titre, l'équipe, les supporters, la France en général. Ouais. Voilà, c'est le match qui change tout dans une aventure collective comme ça. On en voudrait un peu aux Bleus de s'arrêter là, évidemment, même si on fait un peu nos enfants gâtés, parce qu'évidemment, depuis 8 ans, c'est la fête. On ne voit plus trop l'équipe de France perdre en Coupe du Monde. On fait comme si c'était normal. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas si normal que ça. Et que... Juste rappelons une stat quand même. Il n'y a que 2 équipes dans l'histoire qui ont réussi à disputer 3 finales de mondial consécutives. L'Allemagne et le Brésil. C'est là où ça nous situerait. On parle de 100 ans de Coupe du Monde. À une autre époque en plus. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que globalement, il faut apprécier le fait de vivre à l'époque de l'âge d'or du foot français. Pas se dire que c'est éternel et que ça durera toujours. Et en profiter tout en disant effectivement que ce serait dommage qu'on s'arrête ce soir. Et oui, pour parler un peu du match, donc on a alors Tchouaméni qui est revenu à l'entraînement hier, qui a fait tout comme les autres. Il a participé à la séance et tout, mais bien bandé à l'adducteur encore, hein, on le voit. Il sera normalement pas titulaire, a priori pas de risque, surtout pour un match comme ça. Et puis bon, Manu Koné est plus qu'un bon remplaçant, même si on aurait aimé l'avoir Tchouaméni. Mais... on l'aurait aimé, on l'a dit, pour l'équilibre qu'il apporte, mais c'est vrai que ce genre de match, on parlait un peu de Saliba tout à l'heure hors émission, tous les deux, c'est difficile de ne pas les jouer à 100% quand même. Donc là, ça me paraît un peu juste pour prendre le risque de Tchouaméni avec les milieux qu'on a. Voilà. Moi, peut-être qu'on verra même Zaïre Emery, on ne sait pas. Il y a de la réserve, il y en a encore qui n'ont pas joué. Voilà, c'est ça. N'Golo Kanté, Warren Zaïre Emery. En revanche, si jamais on poussait encore d'un tour et que ça devait être l'Espagne au hasard, j'aurais très envie quand même qu'on ait Tchouaméni au milieu. Surtout contre les Espagnols, qui connaît plutôt bien. Non, le principal changement qui est attendu là, par rapport au match d'avant, c'est on continue l'alternance à gauche. Barcola qui devrait céder sa place cette fois-ci à Désiré Doué. Alors, figure-toi que c'est un changement qui m'étonne un peu. Moi, j'aurais plutôt fait l'inverse du choix du staff qui a choisi Barcola contre les Paraguayens alors que c'était un match fermé sur avec du jeu placé. Peu d'espace, le jeu placé où Barcola n'a pas existé et où Doué a fait une différence tout de suite en rentrant par le dribble. Et j'aurais plutôt choisi Barcola pour exploiter les espaces dans le dos d'Hakimi qui va beaucoup monter et sur les 2-3 actions de transition qu'on aura où on peut aller chercher l'espace tout de suite. Ça me surprend un peu que ce soit Doué, qui est moi j'ai rien évidemment, Doué super joueur, mais qui prend moins la profondeur qu'un Barcola. Bon, écoute, c'est peut-être pourquoi pour mieux défendre Je sais pas, peut-être que c'est aussi pour se dire que Mbappé sur ce match-là va peut-être pencher un tout petit peu plus à gauche pour s'engouffrer dans le dos d'Hakimi justement. Peut-être que ça a été pensé comme ça par le staff, ou alors c'est simplement une alternance comme depuis le début, et puis peut-être que Barcola rentrera à la 60e
et fera la différence à son tour, et on se dira que c'était bien vu. Ils attendent peut-être qu'Hakimi se fatigue un peu à son 25e aller-retour. J'ai quand même l'impression que c'est juste récompenser Doué de sa belle entrée de l'autre jour, dans un souci d'alternance, mais j'ai pas l'impression que ça corresponde à une option tactique particulière. Maintenant, je veux pas non plus déprécier le travail du staff des Bleus. Si ça se trouve, il y a une consigne et c'est pour ça qu'ils prennent Doué, je ne sais pas. On dira pas encore que Guy Stéphane fait n'importe quoi. Non, mais après, non. Je suis pas sûr que ça change la phase du match. Oui. Voilà, c'est deux très bons joueurs, et si jamais Deschamps s'est trompé, il sortira Doué à l'heure de jeu. Dédé, tu y viens justement, je te propose de l'écouter en conf de presse hier, et une petite surprise au début parce que c'est pas si souvent Dédé qui parle en espagnol. Voilà. Il refuse toujours d'habitude de s'exprimer dans d'autres langues dans ses confs de presse, et je ne sais pas pourquoi. Là, il a accepté de répondre à une en espagnol. On l'écoute, Dédé. Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido de mañana, que va a ser, sí, muy duro porque hay dos equipos de calidad y hay solo un sitio para un equipo, pero Kylian está bien como todo el grupo, listo para mañana. Si c'est une progression, ils se maintiennent en tous les cas à travers cette demi-finale et cette finale de la CAN, où il y a de très bons joueurs qui connaissent très bien mes joueurs, mais mes joueurs les connaissent aussi, puisque certains sont dans le même club, voire amis aussi. Donc, progression, oui, mais oui, de toute façon, puisque c'est un groupe qui se connaît, avec des aménagements un petit peu sur ce qu'ils font aujourd'hui et qu'ils faisaient peut-être différemment avant. Forcément, quand il y a un changement de sélectionneur, il y a toujours des petites nuances, donc on sait à quoi s'attendre demain. Didier Del Campo. Alors Didier Del Campo, alors je suis agréablement surpris, Nicolas. Je ne l'avais jamais entendu parler espagnol. Je trouve que l'accent est propre. Le phrasé est correct, il y a quand même un peu de vocabulaire. Il n'a pas joué longtemps en Espagne. Didier, Valence 1 ou 2 ans. Il a surtout fait l'Italie très longtemps avec la Juve. D'ailleurs, il nous lâche un petit tout à un moment. L'Angleterre aussi un petit peu. Alors, sachez que vraiment en anglais, Didier, c'est très compliqué. C'est une bille. Vraiment, c'est une bille en anglais. Il refuse de parler anglais. Je pense que c'est un vrai complexe pour lui. En revanche, belle maîtrise de l'espagnol, Didier. Ouais. Donc c'est quand même un espagnol assez scolaire, donc ce qui est bien, c'est qu'on comprend. Non, on comprend, mais l'accent, franchement. Il parlait de Mbappé, donc je m'attendais largement pire. Mbappé, la tension des derniers jours avec sa fameuse histoire avec la sénatrice paraguayenne et comment il se sent. Mais ça va, Mbappé, il est prêt. Il est fort dans sa tête, il est très bien physiquement. On va savoir pourquoi il a essayé d'être la presse espagnole. Je suppose une question sur Mbappé. Voilà. Et puis, ils sont partout. Les journalistes espagnols sont partout. Sauf sur l'équipe espagnole, visiblement. Et donc ensuite, il parlait du Maroc. Oui, où il dit, on en parlait aussi de cette équipe qui a grandi un petit peu. Elle a grandi, elle a changé de style. On l'a dit quand on a parlé du sélectionneur Mohamed Wabi, qui a apporté vraiment sa patte. Hier, on a parlé pas mal des deux latéraux, donc Hakimi à droite, Mazraoui à gauche, qui sont vraiment deux gros atouts de cette équipe marocaine. On peut aussi parler peut-être un petit peu de Ounahi au milieu de terrain. L'archétype des joueurs de grande compète. Alors Ounahi, une saison en club, c'est un peu long, c'est compliqué. On l'a vu à l'OM. On l'a vu à l'OM parce qu'il avait été recruté par l'OM après justement la Coupe du Monde 2022 où il se révèle. Très bonne Coupe du Monde. Il y a Luis Enrique notamment après le Maroc-Espagne qui dit c'est qui le petit 8 là Loquero et Nikipo. Et voilà. Et là, encore grosse Coupe du Monde, il met un doublé au tour précédent. Alors, en réalité, j'ai presque tendance à dire il a fait un bon match. J'ai trouvé que sa phase de poule était quand même un peu laborieuse. C'est pas le Ounahi qui régnait dans l'entrejeu marocain en 2022, mais peut-être que ça a été le début de quelque chose contre le Canada. Mais tu l'as dit, et je pense que tu as vu juste. Ounahi, pour moi, c'est un peu comme l'Espagne qui sublime des joueurs lambda qu'on voit au Betis Séville en se demandant ce qu'ils ont. Et ben Ounahi, c'est un peu la même chose. Pour moi, c'est un joueur de club assez lambda. Et dès qu'il arrive en sélection, il monte de 2 crans et ça devient un joueur redoutable. Mais donc ils ont des armes. Ils ont des armes. On va parler après de Ayoub Boadi. Ils ont des armes sur les côtés aussi. Brahim Diaz, alors qu'on a
quand même, oui, il ne s'est pas caché sur les matchs. On sent que c'est un peu le dynamiteur et tout sur son côté droit, mais qu'on attend encore à un autre niveau et c'est vraiment le soir pour ça aussi. Brahim Diaz, alors, jusqu'à cette fameuse Panenka qui sort de nulle part, il fait une excellente canne. Ouais. C'est vraiment lui qui débloque tout. Il les porte à la maison. Il joue au Real. Bon, c'est un joueur qui connaît la pression. Il n'y a pas de doute. Je pense que c'est le joueur le plus racé de l'équipe marocaine avec Hakimi. Très clairement, voilà, lui, il sait ce que c'est ces grands soirs. Malgré tout, c'est un joueur qui, pour moi, est un tout petit peu en dessous des top joueurs. Voilà, c'est un genre de rotation. Au Real, il ne commence jamais un match décisif. C'est très rare. Ça peut arriver 1 ou 2 fois dans la saison. Mais ça reste un joueur de rotation. Voilà. Et je trouve quand même que sur le plan international, depuis cette finale de la CAN, ça a laissé des traces. Je pense que voilà, psychologiquement, pardon, ça a laissé des traces. Il est un peu moins bon, il ne porte pas l'équipe. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un fantôme sur le terrain. Mais je pense qu'effectivement, ça a laissé des traces et que pour l'instant, il est moins décisif. Ouais, et il faudra voir donc ce que donne aussi ce Maroc sans Saïbari, qui était vraiment leur point d'ancrage en attaque, qui marque des buts en plus. Futur joueur du Bayern, donc qui est blessé. Ça sera Raimi qui a marqué aussi en fin de match. Ce sera Raimi en 8e. C'est vrai qu'on revenait un petit peu parce que voilà, c'est une absence qui pèse lourd, un peu comme, comme en 2022 où c'est vrai que le Maroc, nous on l'a un peu oublié parce qu'on était un peu obnubilé par plus l'équipe de France. Mais où le Maroc, quand ils nous jouent en demi, ils sont un peu en bout de course, il leur manque des joueurs. Voilà, on a reparlé à Nasser Larguet un petit peu de la différence entre le Maroc de l'époque et de celui-ci. Et il nous rappelait, attention, en 2022, voilà, Aguerd est blessé. Il y a Romain Saïs qui se blesse. C'est le capitaine qui se blesse et qui sort à la 20e. Donc c'est-à-dire que toute la défense centrale, elle est out. C'est vrai que ça reconfigure un match. Nous, on l'a un peu oublié, mais pour le Maroc, à l'époque, c'est compliqué, notamment défensivement. Ouais. Là, il leur manque le 9. Alors j'ai envie de dire, c'est un problème, mais peut-être que le 9, finalement, c'est moins un problème que ton capitaine et défenseur central. Ouais. Je dirais, pour moi, c'est pas plus grave que Tchouaméni de notre côté, par exemple. Je pense qu'ils peuvent vivre sans Saïbari. Ils vont pas avoir 10 occasions, c'est sûr que ça peut faire la différence, mais j'y prêterai pas beaucoup plus d'importance que ça. Mais Nasser Larguet, en tout cas, qui nous disait, et qui nous confirmait plutôt, parce qu'on l'a dit aussi, c'est vrai, ça va être un match très différent de 2022. Il faut absolument se mettre bien ça en tête. Et déjà qu'en 2022, ça n'a pas été simple non plus, même si on a dominé globalement. Sans survendre totalement non plus. Voilà, ils ne sont pas passés du Maroc 2022 au Brésil 70. C'est le Maroc 2022, Maroc 2026. On peut aussi estimer qu'on est meilleur qu'en 2022 et que notre menace offensive, qui à l'époque était incarnée exclusivement par Kylian Mbappé, enfin, il faut voir le match des Marocains sur Mbappé en 2022. Enfin, dès qu'il touche un ballon, ils étaient 6 dessus parce que là, c'est un peu différent. Il y a beaucoup de monde à surveiller. Je pense qu'on a deux équipes qui sont meilleures qu'en 2022. À savoir, est-ce qu'il restera du coup une petite différence comme il y a eu entre les deux à l'époque? Sur le papier encore sûrement, et bon, après on verra sur le terrain. Très bien, on est là pour poser les grands enjeux de ce match. On va continuer à vous le présenter avec la séquence qui arrive. Avec, petit moment Albert Londres, c'est juste pour... Le match dans le match. Mettre en valeur le papier d'Antoine, qui suit les Bleus pour nous, qui a publié ce papier ce matin sur... Évidemment, sujet attendu, mais passage obligé, cette amitié, plus qu'une amitié, enfin, très très amie. Cette bromance, on peut le dire. On a rarement vu des amitiés comme ça dans le foot. Entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Ils sont très proches depuis 2021 quand Hakimi est arrivé à Paris. Voilà. Et donc le but du papier d'Antoine, c'était de dire, est-ce que c'est dur ou pas de jouer contre un ami? Alors, il y a quelques semaines, ils étaient invités tous les deux dans le podcast de Aurélien Tchouaméni, The Bridge, et on va écouter ce qu'ils racontaient sur justement la demi-finale de 2022. Écoutez ça. Par exemple, je pense que le pire match, c'était la demi-finale. Je pense qu'on a fait que parler pendant 1h30. Vous dites quoi? On a organisé nos vacances parce qu'on partait en vacances. Mais non! J'adore! C'est génial! C'est trop drôle! Alors il me disait, qui est venu, toi, ta famille, ils sont tous venus jouer. Et le jeu, ça se jouait là-bas. Nous, pendant la Coupe du Monde, on parlait ensemble tous les jours. On jouait ensemble en ligne à la Play, on jouait à Football Manager ensemble, on s'appelait tous les jours. Tous les jours, ils s'appelaient et ils jouaient à Football Manager. Alors, ça, je veux bien y croire. Mais parler de leurs vacances, à ton avis? En fait, je pense que ça peut être l'occasion d'une blague. On se voit dans 15 jours à Marbella, mais j'ai quand même du mal à penser que sur un match de cette importance, avec cet enjeu, ils étaient adversaires directs quand même, parce que voilà. Mbappé jouait à gauche en fait en 2022, donc vraiment dans la zone d'Hakimi. Bon, je veux bien croire qu'à un moment donné, 1 ou 2 fois dans le match, ils ont un tout petit peu débranché pour échanger quelques mots sur leur amitié, mais enfin.
quelque niveau que ce soit, et on a tous joué contre des potes, même quand on fait un five à Aubervilliers contre Nicolas, contre moi, on se raconte pas nos vacances, on est avant tout là pour gagner un match. Voilà, donc c'est pour ça que moi je pense qu'il a un peu rajouté Kylian Mbappé sur cette anecdote. Après, j'entendais aussi une analyse, je ne sais plus où, pardon, de dire est-ce que Mbappé le faisait pas un peu exprès pour dire parce que lui, il sait qu'il est capable de rebrancher dans la seconde et d'aller faire une action décisive si le ballon arrive et tout, et peut-être pour faire sortir un peu Hakimi de son match, qui n'a peut-être pas cette capacité lui et qu'il en jouait Alors, en fait. Ça peut être une théorie et tu me fais penser à une scène, je me rappelle sur un classico il y a quelques années avec le PSG où il rigole avec Balerdi. Il fait semblant de faire des appels et Balerdi est en panique et après Mbappé s'arrête mort de rire. C'est vrai qu'il a cette capacité, on l'a vu contre le Paraguay par moment, à être à la fois très bon, très concerné et en même temps pouvoir brancher en face. Donc effectivement c'est une théorie qui peut se tenir. Ça fait partie de sa panoplie C'est et vrai. peut-être que c'est une arme quand on joue contre quelqu'un qu'on connaît bien, d'essayer de le faire sortir un peu de son match. Alors en tout cas, c'est pas la première fois qu'il se joue, c'est la 5e. Alors les 2 premières, ils ne se connaissaient pas encore, c'était Dortmund, On va dire que ça compte pas. donc ça compte pas. Et donc, les 2 précédents, il y a la demi-finale de 2022 et la Coupe du Monde des clubs l'été dernier, ce PSG Real. On a vu que ça les empêchait pas de se mettre des brins, évidemment. C'est un peu tout l'objet du sujet d'Antoine. On le voit là sur la photo avec limite Hakimi qui est en train de dire à Mbappé, alors qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a, Kylian? Alors on a mal. Non, mais c'est vrai que c'est un peu tout l'objet de ce sujet. C'est-à-dire qu'on croise un poste sur le terrain, est-ce qu'on est capable de lui faire mal? Pas de lui faire mal, mais voilà, d'y aller franco parce que l'action le commande. On a parlé, enfin Antoine a parlé à Brahim Thiam qui est consultant, mais aujourd'hui sur BeIN et qui commente très bon commentateur d'ailleurs. Il nous parle d'une anecdote avec Samy Traoré à l'époque, grand pote à lui, et qui je trouve résume bien l'esprit de ce papier. Voilà, et il nous dit, pour le citer, marquage sur un corner, je lui ai sauté dessus comme un sauvage, il a pris mon coude dans l'arcade, il pissait le sang, et le lendemain on partait en sélection ensemble. Il a été sans pitié et on n'en attend pas moins à la fois d'Hakimi et à la fois de Kylian Mbappé sur un duel à l'épaule entre les deux. Franchement, je pense qu'ils y vont sans pitié, moi. Déjà, oui, on le disait, non mais imagine un match amical, en fait, oui, t'as envie de jouer, tout ça, mais là, on est en Coupe du Monde, on est dans un quart de finale, en fait, il n'y a vraiment pas d'amis qui tiennent, et c'est vrai. Mais même Mbappé en a parlé lui-même, il y a quelques semaines, et lui, il dit, tu n'enlèves pas que c'est ton pote, mais l'envie de victoire prend le dessus. Enfin, si demain il me balaye, je sais que c'est pas personnel, je le connais, c'est mon ami, c'est plus facile d'aller... Au contraire, il dit, c'est même plus facile d'aller impacter quelqu'un que t'aimes bien, parce qu'il sait que tu l'aimes bien, et donc tu fais pas ça contre lui, quoi. En fait, finalement, l'amitié, c'est se respecter, et donc c'est y aller, quoi. C'est se mettre des brins, mais oui. Tout à fait. Non, mais tu fais ton boulot, quoi. Enfin, tu fais ton boulot et puis. Non, mais c'est ça. Tout. En fait, c'est juste, il n'y a pas de mauvais geste. En fait, et c'est pour ça qu'on a pu être surpris, par exemple, même si on ne peut pas préjuger de leur amitié, mais Rodri et Bernardo Silva, qui sont coéquipiers depuis des années à City, deux joueurs sur lesquels j'ai assez peu de doute que ce sont des gens bien et qui s'entendent dans le vestiaire. Bon, dans le feu du match, Bernardo qui rate sa tête d'égalisation et l'autre qui vient le chambrer mais méchamment. Là, par exemple, je trouvais que on sortait un peu du cadre de ce que l'amitié te permet de faire ou de ne pas faire sur un terrain. Qu'on perde ou qu'on gagne, par exemple, je trouvais ça à la fin du match, le gagnant, Mbappé, si c'est nous, il ira consoler Hakimi en lui disant... je ne les ai pas mis les photos, j'en ai vu, mais oui, en 2022, il vient le relever tout de suite après le final, il vient lui faire un câlin. Désolé mon pote, ce sera la prochaine fois pour toi. Voilà. Au coup de sifflet final, par contre, je trouve qu'il y a une forme de respect qui doit tout de suite revenir et on ne peut pas se permettre de chambrer, comme par exemple Mbappé a chambré le Paraguay, c'est bien normal, on en a déjà parlé. C'est évident qu'il ne va pas aller voir Hakimi en lui disant alors, c'est pour qui la demi? Voilà, comme a fait Rodri, ce malpropre contre Bernardo. Quoi. De toute façon, ils ont atteint maintenant un niveau d'intimité qui est quand même assez fort. Enfin, c'était Le Tellier, le gardien remplaçant, qui racontait dans l'équipe. C'est incroyable. Ils se sont trouvés, dès que Hakimi est arrivé, en fait, ils se sont trouvés tout de suite. C'est comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps avant, ils ne se sont plus lâchés. Ils étaient tout le temps ensemble chez le kiné, au sauna, à la piscine, et ils se voyaient en dehors. Je pense qu'on peut appeler ça un coup de foudre amical. Vraiment, c'est rare. Je sais qu'encore aujourd'hui, même s'ils ne jouent plus dans le même club, dès qu'ils ont des jours off, ils essaient de se voir, de manger ensemble. Ils connaissent les parents des uns des autres. Et c'est vrai qu'il y a eu... Et cette amitié, elle s'est retrouvée mêlée à une affaire judiciaire. Ouais, ça c'est le dernier point un peu. Enfin, c'est vrai que ce contexte, il est alourdi par les accusations de viol contre Hakimi. Contre Hakimi, a priori, il y aura bien un procès. Et Kylian Mbappé a été amené à témoigner, en tout cas, il a été entendu par les policiers sur cette enquête.
Et son témoignage, qui se voulait évidemment positif pour Kylian Mbappé, pour son ami Hakimi, l'avait finalement desservi plutôt parce qu'il mis en avait donné difficulté. quelques détails Voilà. d'une conversation qu'ils avaient eue après. C'est ça. Enfin, il y avait une notion de partie intime en De gros qui n'était pas caresse- très claire de caresse intime, alors pour les que policiers. voilà, on va pas rentrer dans le détail de l'histoire, mais Mbappé témoignant auprès des forces de l'ordre pour dire son Hakimi à lui et le respect en tout cas qu'il prétend avoir vu de sa part dès qu'il y avait des femmes dans les parages. Jamais de relations déplacées, de mots déplacés, de gestes déplacés. Bon, il se trouve qu'il l'a mis un peu dans la sauce avec son témoignage. Il a dû rectifier un peu plus tard en disant que quand il avait parlé de caresse intime, en fait, il ne voulait pas parler de partie intime, simplement de caresse. Je ne sais pas ce qu'on peut appeler des caresses intimes. Bref. Mais genre, je sais pas le. Voilà, exactement. Mais ils sont tellement proches qu'à un moment donné, Kylian Mbappé a témoigné en faveur d'Achraf Hakimi. Alors pas au tribunal, on n'en est pas arrivé là, mais en tout cas, il a été entendu par les policiers et il s'y est rendu de bonne foi, quoi, de bonne grâce, pardon. Ouais, et puis cette histoire, en tout cas, elle n'a pas détendu le lien entre les Non. deux, on peut le dire. Et d'ailleurs, au passage, Hakimi, il est quand même assez, je le trouve assez imperturbable, Mais parce que cette histoire, elle dure depuis 2023. Et ça n'empêche pas de faire des performances. Enfin, on imagine ce que ça doit être, sans préjuger de rien. Enfin, de toute façon, là maintenant, on sait qu'il y a. Et puis surtout, il bénéficie voilà, quelle que soit effectivement la bataille judiciaire qui s'annonce et qui peut. Il s'est pourvu en cassation, hein, c'est ça juste que je voulais dire pour la précision. Après la confirmation en appel, c'était là, il y a le mois dernier, de son renvoi devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine. Lui, s'est pourvu en cassation pour contester ça. C'est ça. Bon, c'est une histoire qui va nous mener loin et qui peut très mal se finir pour Hakimi, hein, ne le cachons pas, si on va jusqu'au procès. Mais voilà, pour le moment, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'Hakimi traverse ça de manière relativement sereine, parce que ça fait plusieurs mois, ça doit faire 1 an maintenant, gagné 2 Ligues des Champions, capitaine du Maroc, élément fondamental du PSG de Luis Enrique. Bon, voilà, il est soutenu par ses amis, soutenu par le public parisien, par le public marocain. Pour l'instant, tout le monde se bande un peu les yeux sur cette affaire. On est en pleine Coupe du Monde, mais on en reparlera. Ouais, bon, en tout cas, on le voit, ces deux-là, ils vont encore se parler ce soir. Peut-être Peut-être pas de leurs vacances, mais ça va se brancher. Ça va se brancher un peu, avec, on espère pour nous que ce soit ce soit dans le même sens que la dernière fois, qu'on puisse aller consoler Hakimi à la fin. Exactement, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Allez, on passe à la suite, encore sur ce France-Maroc. Avec... je voulais qu'on parle des stats de Mickaël Olysée. Ses stats sur ses performances physiques. Parce que Mickaël Olysée, ce n'est pas qu'un pied gauche, ce n'est pas qu'une élégance de danseur étoile sur la pelouse. Ce n'est pas qu'un Français balbutiant. Ce n'est pas qu'un Français balbutiant, et encore quand on l'entend parler. Non, c'est vraiment un monstre physique. Et je voulais qu'on mette ça un peu en valeur. J'ai pris quelques stats. D'abord, les stats générales sur l'équipe de France, on va le voir. On voit là les courses à haute intensité, les sprints et la distance totale parcourue. On voit qu'il est en tête dans ces trois... Très belle stat, Nicolas, je te félicite. On voit qu'il est en tête dans ces trois domaines-là. Et assez largement, 632 courses à haute intensité. À haute intensité, ça veut dire à plus de 20 km/h. Parce qu'on prend et à partir de 25, c'est des sprints. Donc 632, c'est beaucoup plus que... Étonnant deuxième, Jules Koundé. Enfin, étonnant, non, parce qu'il est sur son côté, et que Digne et Théo Hernandez de l'autre côté ont moins joué, donc on n'a pas de comparaison. Les latéraux sont en général assez hauts dans ce classement. Mais donc, il court à haute intensité, il fait énormément de sprints, on voit 241, c'est beaucoup, et donc sur la distance totale, 52 bornes depuis le début de la Coupe du Monde. C'est le plus haut total. Je précise sur les minutes, parce qu'évidemment, c'est impacté par le nombre de minutes que tu joues. Il n'a pas été beaucoup ménagé, il a joué pas mal, mais c'est le 5e du groupe France. Derrière, Maignan, évidemment, qui a joué toutes les minutes. Et Mbappé, Upamecano et Koundé sont aussi devant lui. Donc évidemment, il y a beaucoup de minutes, donc il y a beaucoup de stats. Mais ça veut aussi dire qu'il est résistant, parce qu'il n'est pas beaucoup ménagé. Et il arrive, sur toute la durée d'un match, à garder cette intensité-là. Ça saute pas forcément aux yeux. Enfin, on a l'impression qu'on le voit partout pendant les matchs. Mais en même temps, on n'a pas l'impression qu'il fait autant. Et surtout qu'il court de manière aussi intense. C'est vrai, moi je pense qu'on sous-estime le profil d'Olysée dans la gestion tactique de Didier Deschamps. De la même façon, je pense qu'en 2022, le parcours n'a pu être possible que parce qu'on a réussi à trouver une place à Griezmann de lien à la fois entre l'attaque, mais qui soit capable de compléter ce milieu à 3.
Je pense qu'aujourd'hui, dans une stratégie un peu différente, plus offensive, en 4-2-3-1, ce n'aurait pas été possible sans Olysée en numéro 10. D'ailleurs, il a replacé très vite à la mi-temps du Sénégal. Parce que même si Dembélé est capable aussi de faire des efforts, voilà, c'est un joueur qui a du coffre, il n'a pas le coffre d'Olysée. Et par exemple, on parle souvent, on a parfois évoqué l'idée de voir Cherki en 10. Cherki, le problème, c'est qu'il n'a pas du tout le coffre d'Olysée à la perte de balle pour faire les contre-efforts. Voilà, il va le faire. C'est pas une question de volonté. Hein. Des fois, on se dit juste comme Mbappé. Des fois, c'est une question de volonté. Mbappé, des fois, il n'a pas envie de défendre. Mais il peut le faire. Il a les moyens physiques de le faire. Il y a des joueurs qui les ont plus que d'autres. Olysée, il l'a plus que d'autres. Notre système marche parce que c'est Olysée. Exactement. Si c'était un autre joueur, ça ne marcherait pas. On va voir 2 matchs. Il y a des rapports détaillés très bien faits sur le site de la FIFA. Vous allez les voir. Ils font des choses bien, la FIFA, des fois. Le truc fait 53 pages. Hein. Tu as absolument tout ce que tu veux dedans. Et donc, à la page 50, Très les datas personnelles Physical data. sur tout le match. On peut aller voir. Regarde. Donc là, c'est Olysée en rouge. On voit ses stats. En noir, j'ai encadré juste les 2 qui sont au-dessus de lui. D'accord. Il y a que, sur toutes ces stats, il y a que Barcola et Jules Koundé qui ont plus de mètres parcourus à intensité plus de 25 km/h, si tu veux. D'accord. Sinon, tout le reste, il est en tête et assez largement. Regarde, Dans la toutes zone, les catégories. dans toutes les catégories. Ces chiffres-là, c'est le nombre de mètres parcourus par km/h. Ok. Et là, par contre, c'est le nombre donc brut. Les high speed runs, c'est-à-dire ceux qui sont en zone 3, entre 15 et 20, il en fait 142. C'est beaucoup plus que tous les autres. Ah, et les sprints, c'est considérable. 46 sprints contre la Suède. Le deuxième, c'est Koundé à... Il y a des 42 et il y a Koundé après à 33. Et imaginons que c'est 46 sprints sur un match où il fait 46 degrés. Oui, aussi avec des conditions vraiment climatiques très très dures. Et c'est vrai que je pense que parfois on sous-estime cet aspect-là. Voilà, il peut passer au travers offensivement. Voilà, ça peut arriver. Je veux dire, c'est pas Pelé, c'est pas Maradona. Il y a des matchs qu'il va rater. Il en a raté au Bayern, mais dans cette position de numéro 10, en tout cas, on sait quelque chose, c'est qu'il fera le contre-effort important pour le pressing à la perte du ballon. C'est-à-dire que voilà, on perd le ballon dans les 30 mètres adverses. On sait que pour le récupérer, il faut compter sur Dembélé ou Olysée, qui va faire les 20-25 mètres pour revenir en arrière et pour casser une action. Et même mieux que ça, quand on regarde vraiment ces matchs, il fait le contre-effort et très rare, il va faire l'effort offensif tout de suite après. Ouais. Il fait le contre-effort pour la récup. Et une fois que c'est récupéré par lui ou par un autre, mais grâce aussi à son pressing, il est capable de repartir sur un sprint après de 15, 20, 25 mètres pour aller apporter le danger tout de suite. Et là, c'est très très fort. Je pense qu'il a un profil relativement exceptionnel, une caisse exceptionnelle pour le poste auquel il est amené à évoluer. Et je trouve que ça fait une grosse différence par rapport à d'autres concurrents offensifs qui n'ont absolument pas la moitié de ses capacités physiques. Et là, pour moi, on ne parle pas de travail, et j'insiste là-dessus. Il y en a qui travaillent plus que d'autres, il n'y a pas de problème. Il y a des joueurs qui préfèrent défendre. Mais encore une fois, parfois, c'est juste une question de VO2 et de caisse physique. Voilà, c'est comme ça. Olysée, ça pourrait être un athlète de demi-fond. Franchement, il a cette capacité-là. J'ai pris aussi le Sénégal, parce que je trouvais que c'était un bon exemple. Le premier match, voilà, beaucoup de pression, beaucoup d'intensité, tout le monde a envie de courir beaucoup. Là, pareil, on voit Tchouaméni et Rabiot qui, normal, ils couvrent beaucoup de zones, Tchouaméni et Rabiot, donc ils courent à cette vitesse modérée entre 15 et 20 km/h, c'est assez logique, qui sont au-dessus de lui. Et Rabiot qui a couru aussi qui a un peu plus de fois à très haute intensité. Mais sinon, on regarde la marge qu'il a sur les autres. Par exemple, notamment dans cette zone c'est extraordinaire. Où ça court. Lui, il fait 1 km en gros entre 20 et 25 km/h, pendant que les autres sont même pas... C'est 700 pour le plus, 700 mètres. Pour ceux qui suivent, c'est quand même assez dingue. Et sur le nombre de sprints, pareil, sur le Sénégal, il fait 79 sprints. Les autres sont dans la cinquantaine. C'est-à-dire presque un sprint par minute. Ce qui est considérable quand on voit que par exemple sur ce match-là, Mbappé est à 45, ce qui est déjà quand même un chiffre important, mais Mbappé il fait les appels, donc évidemment il est amené à sprinter. Oui, et même les latéraux, ils vont faire les appels sur les côtés. Lui, Olysée, il est dans le trafic quand même, et il arrive quand même toujours, il fait ses... Donc c'est la raison notamment pour laquelle on n'a pas envie, au-delà du match de ce soir, si on devait passer, c'est la raison pour laquelle par exemple une suspension d'Olysée éventuelle en demi-finale, au-delà de ce qui nous manquerait sur le plan de la créativité, serait un problème pour l'équilibre tactique. Et moi, je pense que si on se qualifiait sans Olysée, Deschamps réfléchirait sérieusement à passer à 3 au milieu parce qu'il n'aura pas le profil équivalent. Voilà, et Cherki pourrait lui offrir plein de choses, mais il n'offrirait pas le volume. Doué en 10 non plus. Dembélé en 10,
non plus, et se poserait la question. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut occuper cette position. En tout cas, sur une Coupe du Monde. Voilà. En tout cas, sur l'explication, d'après des proches qui ont été interrogés par l'équipe notamment, expliquaient qu'il avait quand même une énorme capacité de récupération. C'est quasi instantané chez lui, c'est assez dingue. Donc c'est pour ça qu'il arrive à répéter les efforts. Il bosse beaucoup, évidemment, mais c'est pas le seul à bosser, je veux dire. Il a le talent d'un 10 et il a la caisse d'un 8. Ouais. Et c'est vrai que c'est une alliance très rare dans le foot de haut niveau, de pouvoir avoir l'abattage du milieu de terrain à la Rabiot. Et la créativité d'un attaquant. Quoi. Voilà. Et conséquence, je voulais te montrer, dernière stat, c'est les solutions proposées entre les lignes. Regarde. 132. 132. Le deuxième, c'est Mbappé, c'est normal, mais il est à 89. Depuis le début du mondial, c'est lui qui propose le plus. Donc entre les lignes, tu proposes une solution dans l'espace vide. C'est faire l'effort de se dégager d'un marquage. Donc ça demande effectivement une grosse activité physique. Je serais anglais, je serais encore plus vénère en ayant vu ça. J'espère qu'à Londres, on va pas regarder cette stat, parce que là, je peux vous dire que ça va pas dormir de la nuit. Mais il est en tête dans quasiment toutes les stats physiques, c'est assez dingue. Donc je trouvais que c'était intéressant de le mettre un peu en avant. Et remercions finalement cette première mi-temps. Remercions le Sénégal, Nicolas, parce que cette première mi-temps difficile qui a conduit le staff à mettre Olise en 10, ça a changé beaucoup de choses, parce que vraiment, je pense qu'il n'y a pas photo avec Dembélé. Ok, voilà, on voulait te présenter cet atout majeur pour l'équipe de France, et ce le sera encore ce soir, évidemment. Allez, on enchaîne. On enchaîne la révélation du jour, qui n'en est plus une, mais c'était pour le mettre en valeur aussi. Un joueur qui va évoluer contre nous ce soir, Julien, alors qu'en octobre dernier, il portait encore ce maillot. Regarde. Il était beau. Il était pas mal aussi, en bleu. Ouais. C'est Ayoub Boadi, bien sûr, le milieu de terrain du LOSC et donc de la sélection marocaine. 18 ans. Juste du LOSC. Probablement pas pour longtemps. Bon, alors pas pour longtemps. Mais bon, et pour l'instant, il est au LOSC. Mais pour l'instant, oui. Et donc, grand espoir mondial, vraiment, au milieu de terrain. C'est un cas particulier. Parce qu'en général, ceux qui ont le choix comme ça entre deux pays, ils choisissent la nationalité de leurs origines quand ils savent que c'est vraiment bouché chez les Bleus pour eux. Ouais, je suis d'accord. Et Boadi, lui, évidemment, tout le monde sait que c'est un gros prospect. Il a les responsables. La DTN en France l'avait repéré, évidemment. Oui, on l'a pas raté. Hein. On l'a pas raté. Il était encore le capitaine de l'équipe U20 de l'équipe de France il n'y a pas longtemps. Il jouait d'ailleurs contre le Maroc en amical il n'y a pas longtemps. Il y a un peu plus d'un an. Un match qu'on a gagné. Parce que Boadi, donc, il est originaire de l'Oise. Il va finir sa formation à Lille. Il signe pro avant d'avoir 16 ans. C'est pour dire quand même le talent précoce. Ce qui est rarissime. Et je ne sais pas si vous l'aviez vu ce match, mais en gros, il est révélé au plus haut niveau par un match de Ligue des Champions contre le Real Madrid en octobre 2024. Titulaire surprise ce jour-là, et à Pierre-Mauroy, le Lille gagne ce match. Oui. Et effectivement, Boadi, qu'on ne connaissait pas, moi dont j'avais jamais entendu parler, ce jour-là, il éclabousse le terrain de toute sa classe. Ouais. Voilà, et donc ça fait un moment qu'on le connaît. Et c'est là que ça a été dur, parce que, donc évidemment, dès le départ, on sait que ça va être on n'est jamais sûr de rien avec les joueurs, mais on peut se dire bon potentiel. Ouais. Et donc, il a la double nationalité, qu'est-ce qu'il va faire ? Ça a été longtemps un sujet de grande réflexion intense chez lui. Et chez lui et aussi au sein un peu de la FFF. Au sein de la FFF, mais Deschamps, il n'a jamais voulu le prendre pour le bloquer. Alors, parce qu'en plus aujourd'hui c'est dur de bloquer les joueurs, il faut vraiment les avoir en compétition officielle, en grande compétition officielle. Là, il n'a pas pu le faire en fait. Il pouvait le bloquer en le prenant pour la Coupe du Monde. En fait, c'était le seul moyen de le bloquer, en le prenant et en le faisant jouer. Mais il pouvait évidemment pas lui promettre ça, parce que Boadi, il voulait savoir avant pour dire, parce que le Maroc pendant ce temps-là faisait un pressing de malade, c'est sûr, pour récupérer cette pépite, en lui promettant la Coupe du Monde. Évidemment, d'être titulaire au Mondial dans une sélection. Dans une des 10 meilleures sélections du monde. Et donc, la promesse, elle est intéressante. Hein. Deschamps, en mars, la dernière liste avant l'annonce de la liste pour la Coupe du Monde, ne le prend pas, et en disant, évidemment, le Suisse, c'est un super joueur, mais il y a du monde à son poste, il a 18 ans, je ne peux pas encore le prendre. Et Boadi décide tard, il décide en mai. Et selon les informations de nos confrères, il y a aussi il a tâté le terrain du côté de Zidane, qui sera sans grande surprise après le prochain sélectionneur. Et Zidane, alors peut-être pas directement, mais lui aurait fait savoir qu'évidemment qu'il le suivait, qu'il l'observait, mais que de la même façon, il ne pouvait pas lui promettre qu'il ferait partie de sa liste et que ce serait un titulaire indéboulonnable en bleu.
À 18 ans, quand on voit la concurrence qu'il y a au milieu de terrain en France, même si, encore une fois, ce n'est pas la période la plus concurrentielle, malgré tout. Voilà, moi j'étais un peu étonné sur ce dossier de l'impatience de Boidy. Moi je respecte tout à fait le choix, franchement en vrai qu'ils prennent le Maroc, moi je n'ai pas de souci avec ça. C'est plutôt les raisons qui l'ont fait considérer de prendre le Maroc. J'ai l'impression qu'il s'est décidé peut-être un peu vite sur la foi d'arguments discutables. Il aurait en fait expliqué à ses parents en mai, au moment où il leur dit j'ai choisi le Maroc, il leur dit parce que c'est mon rêve de disputer une Coupe du Monde et que peut-être ça reviendra jamais. Le gamin a 18 ans et un talent fou. Il a raison dans le sens où tu sais jamais ce qui peut arriver, une grave blessure, il peut sortir du circuit, on ne sait pas. Mais on peut imaginer que si jamais il voulait les Bleus, une Coupe du Monde, il y faisait la prochaine et la suivante et celle encore d'après. Alors voilà, la question c'est est-ce qu'il a été impatient ? Est-ce que c'est un choix qui peut être amené à regretter ? Quand je vous dis ça, moi, c'est plutôt dans le sens de l'exposition que peut procurer une sélection. Il y a un truc sur lequel le Maroc ne pourra jamais lutter, c'est l'exposition médiatique, marketing. Quand on est international français, ça n'a rien à voir avec le fait d'être international marocain. Je mets ici de côté les objectifs sportifs. Voilà, est-ce que la France est un peu meilleure que le Maroc ? Est-ce que ça va durer ? Bon, ça, effectivement, c'est difficile de se projeter, même si on peut penser que les Bleus ont un réservoir qui leur permet de durer plus que les Marocains. Mais ça, peu importe. Voilà, c'est plutôt l'exposition médiatique et marketing qui va avec. Voilà, on peut penser que Boidy, effectivement, s'il a le niveau, s'il confirme ce qu'il est, Boidy, il était titulaire en 2030 avec les Bleus. Je pense, voilà, ou en tout cas dans le groupe, et il luttait pour ça. Voilà, bon, après, il a fait un autre choix. Là où, effectivement, c'est surprenant, c'est que c'est le premier joueur de ce niveau-là qui ne choisit pas la France. Ouais. On a par exemple l'exemple de Diop, toujours international marocain, qui est dans la liste, qui sera titulaire ce soir a priori contre les Bleus. Bon bah Diop, lui, il était international français chez les jeunes. Il a dit je veux jouer pour la France, je ne jouais pas. Et puis à un moment donné, oui, il a vu que c'était bouché, il a vu que c'était bouché et il a fait marche arrière. Et sincèrement, moi ça se respecte. Il n'est pas international avec les Bleus, il avait peu de chances de l'être. Il va disputer une Coupe du Monde avec le Maroc. C'est souvent dans ce sens-là qu'on a pu le voir. Là, on est un peu surpris. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'attitude de la France quand même, de ne pas bloquer les joueurs. Enfin, en tout cas, de ne pas faire des promesses que tu ne tiendras pas juste pour dire ah non, je ne veux pas le laisser au Maroc. Tu vois. Après, la question, c'est est-ce que c'est nous une perte qu'on regrettera en France ? Hubert Fournier, le DTN, a donné une interview à The Athletic il y a quelques semaines aussi en disant oui, effectivement, elle n'est pas mince. Cette perte, on ne sait pas ce que ça va donner pour l'avenir et tout, mais là aujourd'hui on se dit oui, on est déçus. Non, mais on est déçus. La Fédé est déçue parce qu'elle a fait le boulot, je pense, sur ce sujet-là. Simplement, il aurait fallu que les sélectionneurs s'engagent à le prendre. Effectivement, ça me paraissait difficile à 18 ans. Voilà, j'ai lu aussi dans l'article de l'équipe qu'il était déçu de ne pas avoir eu de pré-convocation. Bon, il y a 18 ans, enfin encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi ça j'entends que Deschamps n'ait pas pu faire de promesses. Après est-ce qu'on va le regretter ? Peut-être. Est-ce que lui le regrettera ? Peut-être aussi. On n'est pas aidé là, encore une fois, non plus par l'évolution. Enfin quand je dis on, voilà, on en a déjà parlé dans cette émission-là. La FIFA a dérégulé petit à petit les transferts de sélection. Aujourd'hui, à moins de jouer un match en Coupe du Monde, en gros, vous pouvez changer de nationalité quasiment assez facilement. Voilà, le seul, en fait, pour moi, le seul exemple qu'on avait, et c'est peut-être là, je vais finir là-dessus pour rendre hommage au Maroc, c'est que les Espagnols avaient été très surpris que Brahim Diaz choisisse le Maroc et pas l'Espagne. J'avais pu être surpris aussi, donc ça veut dire, je pense, qu'il y a un discours et il y a une façon de faire, une méthode, Nasser Larguet en parle souvent du côté marocain, qui fonctionne. Parce que c'est pas qu'avec Boidy, c'est avec Brahim Diaz. Voilà, ils vont chercher des joueurs dont on pourrait penser qu'ils avaient leur place dans d'autres sélections majeures. Mais c'est peut-être, c'est sûrement même aussi pour ça qu'ils sont aussi forts aujourd'hui, que c'est la première nation africaine et que peut-être que ces deux joueurs, en 2030 ou 2034, ils seront peut-être dans la première équipe africaine en finale de Coupe du Monde ou voire remporter une Coupe du Monde. Et ça peut aussi être une motivation. Et peut-être qu'on parle de 2026. Je pense qu'ils vendent aussi dans leur projet l'idée d'une Coupe du Monde à la maison en 2030. Vous imaginez quand même un Maroc en 2030 avec des joueurs majeurs en jouant tous les matchs à la maison, ce sera assez dingue. Donc ça fait aussi partie du deal, je pense. Allez, ok. Pour Boidy, on a encore pas mal de choses à se dire et le temps file. On enchaîne. On y va. Je voulais qu'on parle de ça, c'est pas directement à voir avec France-Maroc, mais peut-être qu'on y viendra, Julien, et qu'on sera obligé d'en passer par là. J'espère qu'on n'y viendra pas, Nicolas, mais ce sont les tirs au but, bien sûr. Alors, si je me vois déjà ce soir à minuit au tir au but, je vous préviens, je vais pas survivre. Alors s'il y a tir au but, ce sera à minuit 45, 1h du matin. Quel enfer. Non, mais on n'est pas à l'abri, parce que je voulais te partager cette petite stat qui semble déterminer une nouvelle tendance, semble-t-il, lors des tirs au but. Regarde.
En fait, l'équipe qui tire en première avait remporté avant 15 des 24 premières séances de tir au but de l'histoire en Coupe du Monde. Ça faisait 63%, quasiment les 2 tiers. Assez nette. Depuis, elle n'en a gagné que 2 des 15 dernières. On le voit là par exemple. 2 sur 15. 2 sur 15 l'équipe qui tire en première. Regarde, le Paraguay donc contre l'Allemagne, le Maroc contre les Pays-Bas, l'Égypte contre l'Australie et la Suisse contre la Colombie. Ça c'est les 4 dernières dans cette Coupe du Monde. Ils ont tous gagné, ils tiraient en deuxième. Alors, est-ce que finalement les tirs au but, ils ne seraient pas joués dès le tirage au sort aujourd'hui ? C'est une stat qui me surprend beaucoup parce qu'effectivement, de manière naturelle, on va se dire que tirer en premier, ça permet de mettre la pression. C'est ce qu'on a toujours dit sur l'équipe adverse et qu'il vaut mieux mener 1-0 que devoir à chaque fois tirer pour revenir parce que ça met une pression folle. J'ai pas d'explication rationnelle, peut-être que toi tu en as une sur ce changement de tendance. Déjà, je voulais juste avant te dire un peu l'historique de la France sur les pénaux en Coupe du Monde, si tu t'en rappelles. 1982, on perd contre la RFA. Est-ce qu'on tire en premier ou en deuxième ? 1982, les Allemands tirent en dernier parce que c'est eux qui marquent le pénalty vainqueur. Non, on tire en premier. Oui, les Allemands tirent en dernier. C'était ça, oui, on est d'accord. On tire en premier. Ouais. 86, on gagne contre le Brésil. On tire en... Ah bah là, c'est Luis Fernandez qui termine, donc on tire en deuxième. On tire en deuxième. Tu peux aussi terminer en ayant tiré en premier si avant ça loupé. Mais c'était le 5e tireur, je me souviens bien. En 2006, on perd contre l'Italie. On est en premier. On tire en deuxième. En deuxième, vraiment, tu vois. C'est Pirlo qui tire le premier. C'est Pirlo, je l'avais plus. En 98, on gagne contre l'Italie. J'avais loupé celle-là, oui. En 98, on tire en combien contre l'Italie ? En 98, on tire en premier. On tire en premier. Et en 2002 ? Et en 2002, on fait pas de tir au but. 2006. 2022, pardon. Ah, 2022, non, 2022. On commence. C'est Mbappé qui commence. Donc, en fait, on a souvent... Pour le coup, il n'y a pas de conclusion à en tirer. Parce que, pour nous, il n'y a pas de conclusion. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'essaie de trouver un petit peu des études psychologiques, tu sais, et la meilleure qui est sortie l'année dernière dans The Journal of Economic Psychology. Très bien. Une étude qui a analysé quand même 7000 séances de tir au but. Quand même des gens qui font des drôles d'études, mais soit. Et donc, leur conclusion, c'est que l'équipe qui tire au premier, 50,2% de victoire. Donc en fait, il n'y a absolument rien, aucun avantage statistique significatif. Alors que c'était plutôt le cas avant, parce qu'une étude entre 2005 et 2010 disait qu'il y avait 60% de chances de gagner quand tu tirais en premier. Les éléments d'explication, c'est la préparation. La préparation des séances de tir au but qui a explosé ces dernières années. On le sait, à part la France, tout le monde prend ça au sérieux. Alors, c'est un peu cruel de dire ça, Nicolas. Ça a changé. On a gagné la dernière qu'on a faite en Ligue des Nations. Personne ne s'en souvient. Mais aujourd'hui, tous les gardiens savent exactement les tireurs adverses ce qu'ils vont faire. Et puis pas que 5, ils en ont 10. Je t'ai remis cette photo, c'était pour le plaisir. Oh, David, il était pas si mal tiré ce penalty. En 2006. Il était plutôt bien tiré. Un peu haut, mais vraiment pas mal. Les entraînements spécifiques et des joueurs et des gardiens. Enfin, en gros, tout le monde est beaucoup mieux préparé. Et donc, le petit avantage psychologique qu'il y avait avant, tu pourrais dire, en fait, aujourd'hui, est réduit au minimum, finalement. Et aussi... Les joueurs sont tellement préparés mentalement que, à part le tout premier, il y a une étude aussi qui dit ça, tirer en premier ou en deuxième, ça a juste de l'impact sur le premier tireur de chaque équipe. Ensuite, quand tu es dans la séance, tu oublies un petit peu qui a tiré en premier, en deuxième. En fait, tu es vraiment obnubilé, t'es concentré à fond sur ton tir au but et donc cette marge finalement disparaît. Moi, alors, j'ai envie de dire, à vérifier si ça ne va pas de pair aussi avec plus de pénaltys ratés. Tu parles de préparation. Moi, quand on regarde des vieilles séances de tir au but, les gardiens en touchent pas une. Je suis toujours surpris par le fait que les gardiens ne servent à rien. C'est-à-dire qu'ils sont là. En plus, à l'époque, on avait le droit de boucher les angles. C'est-à-dire qu'on n'avait pas cette règle où il fallait rester les pieds collés sur la ligne. Regardez des vieilles séances où vous avez le gardien qui avance d'1 mètre pour essayer de boucher un angle. Du coup, il est beaucoup trop loin. Le ballon part un tout petit peu sur le côté. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'a pas le temps d'y être. Et c'est lamentable. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que si le gardien choisit le bon côté, aujourd'hui, ils sont plus grands, ils sont plus athlétiques, ils sont mieux préparés. Il faut vraiment que on a déjà parlé ici, que le penalty soit très très bien tiré, sinon le gardien va l'arrêter. Alors qu'à l'époque, franchement, on a vraiment l'impression que c'était moi dans les cages qui m'ont donné des gants et qui m'ont dit vas-y, choisis un côté. Et notamment, allez voir, moi ça m'a toujours, j'ai revu cette séance plusieurs fois en grandissant, la séance de 82, Jean-Luc Ettori. Jean-Luc Ettori, on est d'accord. C'est nul. C'est catastrophique. Jean-Luc Ettori, il ne plonge même pas, il fait juste comme ça. Et, le ballon est parti là. Le ballon est parti là. Jean-Luc Ettori, c'est extraordinaire. Et on va pas s'acharner sur Jean-Luc qui est un très bon gardien. Joël Bat c'était quand même un peu mieux en 86, mais je pense que moi ça vient surtout du gabarit des gardiens et du fait que les gardiens aujourd'hui sont bien meilleurs que ce qu'ils étaient avant.
Et du coup, ça annule un peu effectivement l'avantage. Il y a moins le côté pression qui rentre en compte. C'est qu'à chaque tir au but, tu as un peu l'impression aujourd'hui que tu as une chance sur deux de le rater quand même. Ouais, c'est devenu beaucoup. Les tireurs sont beaucoup plus sous pression. Et là, pour reparler par exemple de tir au but de Trezeguet à l'époque, il va tirer contre un équipier à lui. Avec Buffon, ils ont joué 10 ans ensemble. Et Trezeguet l'a assez bien expliqué. Il dit Buffon, j'en ai tiré à l'entraînement, j'en ai tiré en match, il sait exactement quelles sont mes habitudes. Et il raconte voilà, ce jour-là, j'ai fait un tir différent. Et c'est aussi pour ça que Zidane fait sa panenka en début de match. C'est le même argument. C'est parce que Buffon, il sait très bien que Zidane, il les croise toujours. Et Zidane, je le rappelle, il touche la barre et ça rentre. Ouais. C'est à peu près le même tir au but. Dans un autre style, c'est juste qu'il y en a un qui rentre et un qui rentre pas. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que perdre au tir au but, ça dépend pas forcément de si tu tires en premier ou en deuxième, mais c'est surtout si tu fais des courses d'élan de mierda. Voilà, alors voilà. Les courses de merde. On en parlera un autre moment. Et juste si on y est, finissons sur une note positive. On a gagné, j'ai pas dit on a gagné les 2 dernières. Le Portugal en quart à l'Euro, la Croatie en Ligue des Nations, on a Maignan. Je les envisagerais plus de la même façon que quand on avait Hugo Lloris au cage et un historique relativement naze sur les tirs au but. Aujourd'hui, on peut le voir un peu plus sereinement. Mike. Avec toi, Mike. Mais on n'en aura pas besoin d'arriver jusque-là. Non, on gagnera sans 2018, pas une séance de tir au but. Non. Allez, la dernière séquence de cette émission tout de suite. This is America, on conclut. Ça faisait longtemps. Cette émission, voilà, petite vidéo de nos envoyés spéciaux, ça faisait longtemps. C'est Antoine qui nous envoie ça depuis Boston. Elle a pour objet le tailgating. Qu'est-ce que c'est le tailgating, qu'on peut traduire littéralement par, j'ai vu ça, la fête du haillon. La fête du haillon, alors. C'est très bon. C'est un terme en fait qui désigne, vous savez, ces rassemblements de supporters sur les parkings des heures avant le coup d'envoi. Aux États-Unis, c'est vraiment une tradition. C'est une institution. Notamment à Boston, ça marche très fort avec les Patriots. Donc, genre 5 heures avant le coup d'envoi, on se rejoint, on se pose sur le parking et on se fait des barbecues. Et fête du haillon, alors j'imagine que c'est lié peut-être à le haillon de voiture. Oui, le haillon de voiture, voilà, c'est ça qu'on met parce que on ouvre le coffre, on sort le barda et on se pose et on boit et on mange pendant des heures. On essaie de pas oublier d'aller au match parce qu'on est quand même venu pour ça et on revient et on remange et on reboit et on finit par rentrer chez soi. On regarde, on en reparle un tout petit peu après, on regarde d'abord Antoine, ce qu'il nous a envoyé. It's a way of life. Okay. We love it. Et si je me trouve sur le parking du Gillette Stadium, c'est parce qu'il y a une coutume bien américaine qui se déroule avant les matchs. Ça s'appelle le tailgating. Alors c'est quoi? C'est le fait de partager un repas ensemble à côté de la voiture, barbecue, voilà, un peu tout ça. Les Américains font beaucoup ça, notamment lors des matchs de NFL et notamment ici à Boston où c'est très implanté, comme à Philadelphie. Sauf que, petit problème, la FIFA a réduit la capacité des parkings, tout le monde ne peut pas venir en voiture, donc c'est forcément réduit. Mais on a quand même croisé plusieurs Américains qui continuent de faire cette petite coutume, et notamment Christian. So, tailgating in the US is, you do drinks and food yourself before the game. Usually a lot of other people are tailgating as well, and you can kind of team up and you have drinks together and you have a good time. We cook anything from hamburgers to steaks to hot dogs to that kind of thing. And sometimes we have a game on, like we have the pre-game before this one that we're going to see on now. And we just relax and go at our pace. So we sit down. Here around 12:30, 1. Yeah, we got here at 1 o'clock. So, 3 to 4 hours before the game. As soon as the gates open, we try to get in. And we just get to relax and eat food and drink however we want at our speed. It's a way of life. Okay. We love it. A way of life. Oui, on est en plein dedans, hein, franchement. Et Antoine parlait de donc, la FIFA qui a réduit la capacité. Alors, petite histoire, la FIFA a même essayé d'interdire ça, parce que ça ne leur plaisait pas à la base. Sauf qu'aux US, on rigole pas. Est-ce que tu veux dire que Donald a décroché son téléphone en disant me fais pas chier, tu me laisses mettre. Il y a une vraie rébellion, en tout cas, contre cette décision de la FIFA. Et donc, ils ont réussi à avoir ça un peu en version minimaliste, mais quand même parce que j'avais vu un chiffre dans un papier de Ouest France, 20 000 voitures les jours de match des Patriots. C'est ça, parce que ce que disait Antoine, c'est que sur le parking de Boston, qui est un stade de 60 000 places, on a 20 000 places de parking. Bon, on ne vient pas en transport en commun. Non, alors on ne prend pas le tram, hein, le tramway et le métro, vous oubliez. Effectivement, là, on est passé de 20 à 5 000. Donc, ça réduit un peu le spectre des possibilités.
Mais ça fait partie des traditions d'un pays où tout le monde s'y retrouve, et c'est de plus en plus rare aux États-Unis que tout le monde s'y retrouve. Ouais. Voilà, la société étant plus clivante, plus clivée que jamais plutôt. Voilà, ça reste quelque chose à laquelle on essaie de pas toucher. Donc la FIFA a un peu rebroussé chemin là-dessus. Exactement. Oui, c'est une expat qui racontait ça, le témoignage d'une expat dans un papier là sur Ouest France qui dit bah oui, ça réunit tous les Américains, les patrons, les salariés, des pro-Trump, des démocrates, voilà. Il y en a plus dans des endroits comme ça, donc tu peux pas l'enlever. Et puis c'est associé au sport, qui est aussi un des derniers endroits où j'imagine, voilà, on supporte les Patriots, on supporte les Bleus, et on y va, quelles que soient nos idées politiques. Ça va avec, voilà, c'est une façon de vivre le sport, et ma foi, c'est pas ce qu'il y a de pire aux États-Unis. Ils ont eu gain de cause, et tant mieux. Oui, franchement, tant mieux. Voilà, c'est cool. Allez, juste avant de se quitter, on s'est pas fait Platoche, le prono Platoche, Julien, on va le regarder. Alors on l'attend parce que là, ça devient important. On attend Platoche, allez, c'est parti. Platoche qui quand même, qui s'était... Oh, attends, mais il y a Platounette. Il y a Platoche et Platounette. Alors j'ai... Attendez, il faut écouter. Oh non, j'adore. Coupe avant qu'ils... Ils ont tous les deux... Regarde, Ah ouais. écoute. Oh, c'est fou. Dimanche... Oh oui. Oh oui. Oh, mon bébé, il va passer à la télé. Mon bébé, il va passer à la télé. Parce que Platoche, c'est pas Platounette, c'est un pote. Ah, c'est un pote de J'ai demandé Platoche. quand même j'ai demandé pour être sûr, c'est un pote. C'est un pote, d'accord. Platoche nous fait pas encore la présentation à la belle famille, mais ça va pas tarder. en tout cas, d'accord. les deux se jettent sur la France, Eh ben, et c'est ça qu'on a envie de retenir. Eh ben tu vois, je vais regarder ce match plus serein, plus sereinement, maintenant que je sais que Platoche et le pote de Platoche ont choisi les Bleus, sans hésiter une microseconde, Nicolas. Non, t'as vu ça, incroyable. Et Platoche qui s'est bien refait depuis 2 matchs. On en a dit un peu de Alors, mal. c'est vrai, on a du mal parce que si tu le prends au premier tour, Platoche, on passait pas les poules, je le rappelle quand même. Donc, bon, voilà, mais là, c'est vrai que là, c'est le Platoche qu'on aime, c'est celui qui vaut la France au bout. Voilà. Eh bien écoutez, on va terminer là-dessus, sur ce prono optimiste de Platoche. Et puis nous aussi, on l'est. Julien, il n'y a pas de raison de ne pas l'être avec cette équipe de France. J'espère qu'Hakimi a vu Platoche. J'espère que ça va lui flinguer sa soirée. Exactement. Allez, bon match à tous. Allez les 22h, on se Bleus. trompe pas d'horaire. Ce soir, c'est 22h, pas 23. Et demain, on se retrouve pour débriefer ça La en qualif. long, en large, en travers, en diagonale, tout ce que vous Et voulez. pour dire du mal de notre prochain adversaire qui sera l'Espagne ou la Belgique. Exactement. Allez, ciao tout le monde, bon Ciao match. tout le monde, bonne soirée. À demain.